Bien, donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation de notre projet de piscine. Donc, je suis accompagné de ma première adjointe, Chantal Kéric, de mon adjoint au sport, Michel Rovareda. Quelques autres élus sont là également. Et puis, ici sur notre droite, nous avons des représentants, donc architectes, PO et PO, et ainsi que Gruyer Ingénierie. Donc représenté par Monsieur Bruno Palisson pour le cabinet d'architecture PO MPO, par Monsieur Christophe Douanis du bureau d'études Gruet et par Pascal Collin, donc bureau d'études Gruet également. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter le projet, ce que les élus ont imaginé, ce qui a fait l'objet d'échanges, de modifications, et puis c'est aussi vous écouter, vous apporter quelques réponses sûrement. Je pense pas vous apprendre que nous avons une piscine qui date des années 60-70. Je crois que le programme piscine, les 1000 piscines avait démarré en 68, 70, puisqu'on m'avait dit que finalement pour les Olympiades de 68, ça s'était très mal passé pour les nageurs français. Et du coup, le gouvernement de l'époque avait dit qu'il faut relancer la promotion de la natation et construire des piscines. Donc c'est dans ce cadre-là qu'avait été lancé le programme national des 1000 piscines. Donc notre piscine est vieillissante, hein, bien sûr. Aujourd'hui, elle ne correspond plus, elle ne répond plus aux normes d'aujourd'hui d'accessibilité, d'isolation phonique, thermique, etc. Et au moment où, dans certaines villes qui présentent des défauts, les piscines sont fermées, carrément fermées, ben, nous, on a décidé de jouer le jeu parce qu'on a des clubs du monde qui visitent. Il y a quand même 68 000 visites par an. Hein, c'est quand même les fréquenter. Donc à la fois par le club, bien sûr, phare de la ville, mais également par des associations, par des particuliers, par les écoles. Nous, côté mairie, bien sûr, l'exigence, c'est de satisfaire les besoins scolaires d'abord, et puis après de nous occuper des autres publics également. Donc dans ce cadre-là, on a fait travailler les architectes qui sont là, les cabinets qui sont là, et ma foi, je leur passe la parole à présent pour qu'ils puissent vous présenter ce que pourrait être notre projet. Et puis nous écouterons ensuite vos doléances, vos remarques et tout ce que vous voudrez bien nous dire, bien sûr. Merci. Ça marche? Oui, c'est bon? Oui. Monsieur, bonsoir, Bruno Palisson, donc fondateur de l'atelier Poepo Architecte. Avant toute chose, donc, lorsqu'on reçoit un dossier afin d'étudier un équipement de cette nature en centre aquatique, bien évidemment que nous nous occupons de savoir de quelle façon il va vivre et comment ça va se dérouler à l'intérieur et ce qui va se passer et que ça fonctionne le mieux possible. Cependant, en l'occurrence, nous nous préoccupons bien davantage, au-delà de la demande du maître d'ouvrage, qui parfois n'est pas forcément formulée directement, parce qu'il est préoccupé pour vous apporter un équipement qui permettra de répondre aux besoins de la population. Cependant, avant de savoir de quelle façon va s'organiser cet équipement, il est important, voire fondamental, de savoir de quelle façon il va vivre dans sa ville. Il est évident que ce qui compte le plus dans ces cas-là, c'est d'abord et avant tout les riverains, les utilisateurs bien sûr, les futurs utilisateurs, mais d'abord et avant tout les riverains. Pour ce qui concerne ce projet rue Santiago, trois problématiques, oui, s'il te plaît. Deux que vous connaissez mieux que moi, bien évidemment. Clairement identifié, on le voit sur la photo de droite en bas, c'est un équipement qui est, même si une piscine tournesol, c'est quelque chose peut-être d'assez ludique et rigolo, je pense que ceux qui vivent à côté et qui l'ont frontalement devant eux ne l'aiment pas forcément de la même manière et en ont peut-être un peu marre de le voir aussi proche de leur fenêtre. Donc c'était quelque chose qui nous a tenu à cœur parce qu'on l'a trouvé franchement un peu trop près, écrasant sur la mitoyenneté et ne permettant pas au logement adjacent de vivre correctement. Ça c'est le premier point. Et deuxième point qui va évidemment qui va de pair, surtout une piscine tournesol des années 70, c'est que ce n'est un secret pour personne, pour ceux qui habitent là, que ça fait un bruit d'enfer. Bien évidemment, on le sait très bien, l'extraction qui est en limite de propriété, surtout une de cette époque, non seulement le matériel ne répond plus du tout
aux préoccupations actuelles, où évidemment les matériels fabriqués aujourd'hui sont de fait beaucoup plus acoustiques et les fabricants ne peuvent plus se permettre de fabriquer n'importe quoi et il y a des normes à respecter. Mais au-delà de ça, c'est la distance, la proximité que cette piscine a en son état, cette proximité qu'elle a vis-à-vis des habitations. Donc nous, il nous paraissait évident, alors, ouais, on peut rester sur la proximité, oui, très bien, bien sûr. On peut rester sur la proximité. Donc, au-delà, comme je le disais, de la demande affichée de la part du maître d'ouvrage, et là en l'occurrence de la ville d'Andaille, nous fixons des limites. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe le programme qu'on nous propose, on tire des traits qu'on s'interdit de dépasser. Et là, comme je vous le disais, sur la proximité vis-à-vis des habitations, et puis lié avec ça le bruit, on s'est dit qu'il était impératif de se tracer une ligne et de ramener le projet complètement sur la rue, en tous les cas le plus possible. De fait, même si une piscine, comme je le disais, tournesol peut être amusante ou avoir un air de bande dessinée, celle-ci donc est en mitoyenneté et on s'aperçoit qu'elle est à moins de, on va dire à 10 mètres des façades. Nous, ça nous paraissait beaucoup trop proche. Donc, nous avons organisé les 2/3, voire presque, oui, presque les 3/4, 70% de la piscine complètement sur la rue Santiago, donc à 37 à 38 mètres des habitations. D'abord parce que cette future piscine, je vais y venir, c'est un projet urbain, c'est un projet de ville. C'est une piscine, c'est ludique, c'est sportif, familial, etc. Mais c'est un projet de ville. Et donc, du coup, il nous paraissait beaucoup plus intéressant de créer, de continuer le fruit urbain et de la proposer en regard sur sa ville et de l'isoler le plus possible donc des habitations. Donc, en fait, les 2/3 de la piscine se retrouvent à 38 mètres des façades des logements. Donc, ça nous paraissait fondamental. Et la partie la plus proche est à 16 mètres, tout en sachant que la partie la plus proche va être aussi plus basse que la piscine tournesol. Pas de beaucoup, certes, mais on a fait un effort. On se retrouve avec une piscine tournesol qui donc est à 7,75 m, un petit 8 mètres dans sa partie la plus haute. La partie qui sera à 16 mètres des façades d'habitation, elle sera à 7,35 m. Et la partie rue Santiago sera à 8,15 m. C'est des données que vous pouvez voir. Donc ça, c'est le point qui nous paraît essentiel. Et donc, on a tiré un trait, on s'est dit, on se démerde. Enfin, en fait, moi, je n'ai qu'à la partie facile, parce que mon seul travail, c'est d'essayer d'identifier les problématiques, de tirer un trait là où on n'a pas le droit de dépasser, puis après, c'est mes collaborateurs qui se débrouillent. Donc moi, j'ai le boulot le plus facile. Je leur dis là, c'est interdit, et après, vous travaillez. Il n'empêche que on a essayé donc, tout en tenant compte de la demande, donc comme je le disais, de s'intégrer par rapport à son environnement. 2, de répondre aussi à cet aspect urbain côté rue Santiago, et puis cet aspect aussi fédérateur de ce qu'est un équipement public de quartier. C'est quelque chose qui doit se signaler, c'est quelque chose dont on doit être fier, qui vous accueille avec générosité, qui était ouvert sur sa ville. Ensuite, ce qui était très compliqué par rapport au foncier qui nous est proposé, c'est qu'on avait un parking existant, on pouvait imaginer qu'on pouvait faire l'économie de sa restructuration, de son déplacement. Cela étant, une fois qu'on commence à démolir une piscine, cette piscine-là, et de reconstruire par-dessus, il est bien évident que de toutes les façons, on va s'installer sur le parking existant et qu'on va le démolir et qu'on sera obligé de le refaire. Donc, quitte à le refaire, plutôt en créer un neuf et qui va servir d'espace tampon. Là, on peut peut-être revenir, pardon, sur la précédente. Il va servir d'espace tampon, ce parking, parce qu'en fait, il va être décaissé par rapport votre point haut aujourd'hui de talus plantés avec vos arbres au niveau des habitations est ici. Et nous, ce que nous proposons, c'est de le décaisser pour que, 1, qu'il ne se voit pas, et 2, qu'il n'y ait pas de bruit. C'est un petit parking, c'est un parking de 30 places, et donc c'est pas non plus un parking de supermarché. Et cela étant, pas de visibilité et pas de bruit. Et du coup, complètement intégré, et c'est ce qui crée aussi cet espace tampon. Ensuite,
La complication sur cette petite parcelle, et ce qui n'existait pas ou à peine avec la piscine tournesol, et nous, ce qui nous paraissait fondamental, c'est que lorsqu'on nous a dit dans le cahier des charges de préserver les arbres que vous connaissez, qui sont majeurs et assez beaux, sur la partie en bas à droite là, de l'image, on s'est dit, même si ce n'était pas une demande, parce que là, la ville pensait que ce n'était pas possible, on s'est dit, bah, des arbres, c'est bien, en ville, c'est bien, mais si c'était dans un espace vert et qui plus est un solarium végétal, parce que c'est quand même l'agrément sympathique pour un centre aquatique, on s'est dit, bah, alors, continuons cette demande, essayons de la prolonger. Donc, au-delà de la conservation et de la protection de ces arbres en bas à droite, on s'est dit, mais c'est l'occasion de pouvoir faire le solarium végétal. Donc, du coup, ça veut dire un centre aquatique extrêmement compact, parce que la parcelle n'est pas extensible. On va aller directement sur les perspectives, on reviendra sur l'intérieur du projet. Comme je le dis, ma préoccupation, c'est plutôt ce qui se passe en ville, même après. Voilà, par exemple. Donc, comme je le disais, une rue structurée, une rue urbaine, on est en ville, un front urbain, un front bâti, et quelque chose de fédérateur qui se signale, qui soit accueillant, un parvis ouvert, mais protégé, parce qu'évidemment, à un moment donné, un parvis, c'est bien, mais il faut que les gens arrivent tranquillement et pas forcément sous la pluie, et à l'abri du vent, les vélos aussi, puisqu'en fait, on a une partie des vélos aussi qui vont être rangés sous le parvis. Et donc, du coup, ça nous paraissait pertinent, en point haut de la rue, de formaliser cet accueil urbain. Et donc, du coup, fédérateur et comme un signal. Un équipement dont on est. Oui, enfin, et on revient en arrière. Et là, on va pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc, du coup, le bâtiment, le parvis avec son étage un peu en belvédère, c'est ce que vous retrouvez en haut du plan, en haut à gauche, où on est au point haut de la rue Santiago. On a donc la possibilité de rentrer dans le parking le long des habitations décaissées et sous le parvis, au point haut à gauche. Et vous arrivez dans la partie jaune, qui est l'accueil. Ensuite, vous avez une partie administrative on va dire rose foncé, puis on lavande toute la partie vestiaire, c'est-à-dire qu'on passe l'accueil, on passe son badge, les tourniquets, on se déchausse, et on va ensuite dans les vestiaires individuels ou collectifs, et on arrive directement sur les halles bassins. On a depuis l'accueil une visibilité avec une baie vitrée, donc une visibilité totale sur le bassin sportif Cilindo avec ses gradins. Et donc on a la partie sportive et on va dire les scolaires sur le long de la rue. Alors cela étant, tout en protégeant l'intimité des nageurs, l'idée c'est qu'en fait on met les gradins côté rue, donc déjà c'est surélevé par rapport au plan d'eau. Donc depuis la rue, on a, quand on marche, on a les gradins on a les gradins donc le long de la rue Santiago, là voilà là, le bassin. On a les gradins qui font office de mur derrière les ventelles. Les ventelles sont organisées pour avoir une section, une épaisseur et un espace entre ventelles qui, lorsqu'on marche, ne permet pas de voir directement le plan d'eau. Donc du coup, les nageurs ont une certaine intimité. On peut venir sur la perspective presque à la fin sur la halle bassin, s'il te plaît. Voilà. Donc comme je disais, au fond, on a la baie vitrée où on retrouve l'accueil, le bassin scolaire et sportif avec ses cylindres et les gradins sur la gauche. Donc on aperçoit qu'ils sont assez hauts pour bloquer la vue directe sur le plan d'eau. Et puis on a au fond, à droite, perpendiculaire à ce bassin-là, le bassin d'apprentissage et ludique. Si on revient en arrière pour le plan. Ah oui, tu bosses, hein?
Voilà, donc là en haut à droite, le bassin d'apprentissage. Et donc ces deux bassins organisés en équerre, non seulement ça permet de distinguer les activités, de ne pas trop mélanger les publics dans ce cas-là, parce que même si ça vit bien ensemble, tout ça, mais il n'empêche qu'entre un sportif, alors les scolaires et les sportifs ne sont pas ensemble, hein, c'est pas forcément les mêmes créneaux, enfin tout ça c'est une question d'organisation. Et quand on a les scolaires, évidemment que le public n'est pas là dans ces moments-là. Mais cela étant, donc on va le qualifier de bassin sportif au sens large. Euh, Même si les nageurs sont des sportifs prudents et respectueux, il n'empêche que c'est plutôt sympathique de pouvoir, tout en ayant une surveillance, clairement, le bureau des MNS est à l'angle. Tiens, d'ailleurs, voilà. Donc en fait, la surveillance se fait là au milieu, au point central. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité et une co-visibilité sur les deux bassins, tout en protégeant les différents publics, notamment les plus petits et les familles. Et cela étant, ça nous permet d'organiser le solarium du coup minéral et végétal d'un seul tenant à l'extérieur, et c'est ce qui permet aussi de s'isoler des habitations. L'étage, ouais. Donc l'étage, côté parvis, donc en dessous là, en haut à gauche de ce plan, vous avez en dessous le parvis, et donc et en partie en dessous l'accueil. Et donc tout ce plan, c'est le personnel qui a son local de repos. C'est plutôt plus agréable. Évidemment, il pourrait être en bas, mais on avait la nécessité d'avoir un bâtiment compact parce que je vous dis, la priorité, c'était de s'isoler des habitations et de préserver et de développer la végétation. Euh, voilà, ce bâtiment-là. Mais toute contrainte a son intérêt, c'est qu'elle débouche sur des points positifs et des nécessités, et donc de rendre là plus confortable et la possibilité de repos du personnel de façon isolée est aussi un point assez important. Ensuite, je pense qu'on peut passer, on a le sous-sol évidemment, donc on s'organise, on rentre depuis le parking en décaissé, et puis nous avons l'entrée qui débouche sur toutes les machineries. Un sous-sol de piscine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit très attractif parce qu'en fait, c'est très impressionnant. Ça fait 4 mètres de haut, quasiment, 3 mètres 50. Et il y a plein de machines partout, dans tous les sens. Et c'est aussi grand que la piscine en soi. Bon, voilà. Donc, je vais laisser, oui, la partie extérieure. Merci, Christophe. Euh, le solarium. Donc, comme je disais, donc, à droite, vous avez la partie ludique et apprentissage. Et tout le long, là, à gauche, ensuite, vous avez la façade du bassin sportif, qui débouche donc sur le solarium. Et en bas à droite de l'image, on a, plutôt là, pardon, parce que le grand angle de la Perse, le feuillage est un des arbres qu'on doit conserver. Et après, je laisse la parole à Pascal et Christophe. Donc, on va parler un petit peu une autre partie de la conception du bâtiment. Donc, le bâtiment, Bruno vous en a parlé, des contraintes urbaines qu'il a évoquées. Et nous, on va rajouter une couche, c'est la qualité environnementale. Un bâtiment, il se conçoit de nos jours aussi en lien avec son environnement, soleil, vent, l'eau, etc. Donc le bâtiment a été conçu, donc on le voit sur cette perspective, et on l'a vu sur les perspectives d'avant, avec énormément de lumière naturelle. Tous les halles bassins, les deux halles bassins, la halle bassin qui est en L, bénéficient de sheds avec des ouvertures sur la toiture, côté nord pour éviter donc les surchauffes et le rayonnement direct, mais pour bénéficier de la plus grande lumière naturelle. Également sur l'autre petite halle bassin. On a vu également que la halle bassin et le solarium qui donne sur la halle bassin est plein sud, pour le coup, pour bénéficier également de la lumière. Ça a deux buts, c'est récupérer un petit peu la chaleur quand on a un soleil assez bas en hiver, et également la lumière, donc éviter les consommations électriques liées aux éclairages.
On a également essayé de se protéger un petit peu des vents avec un L qui nous permet, par rapport aux vents dominants qui sont d'ouest, d'être protégés au niveau du solarium, parce que bon, vous connaissez mieux que nous la région, le vent peut être assez perturbant, et donc être un solarium protégé de ces vents est plutôt agréable. Nous avons traité également le sujet de l'eau, puisque nous venons construire un bâtiment en centre-ville, donc avec des contraintes d'imperméabilisation de surface. Et donc, il a été conçu des parties, donc sur les parties possibles, hein, toiture terrasse plate avec une végétalisation qui nous permet de faire de la rétention d'eau, des places de parking qui nous permettent également, qui sont en pavé engazonné, qui permettent d'avoir une absorption de l'eau quand elle tombe sur notre parcelle. Un espace vert le plus conséquent possible par rapport aux contraintes programmatiques. Et également toute une gestion de rétention d'eau pluviale par rapport aux contraintes urbanistes du PLU qui nous demandent des rétentions et des débits de fuite pour ne pas saturer les réseaux. Donc tout ça, c'est pris en compte dans le projet. On va parler un tout petit peu technique. Je vais vous montrer en remontrant le sous-sol de l'établissement. Donc, comme vous disiez, Bruno, pour faire fonctionner tout cet établissement, il y a toute une logistique et toutes des process qui sont mis en place. Traitement d'air, pour traiter les problèmes de sujets d'humidité ambiante des halles bassins et l'évaporation du plan d'eau. Donc pour ça, on a des systèmes très performants avec de la thermodynamique qui nous permet de faire du froid pour déshumidifier, mais de récupérer les calories. Donc ça, c'est des systèmes qui nous permettent d'être moins énergivores, puisqu'il y a de la récupération d'énergie pour la production de froid qu'on remet sur le chauffage des bassins. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser et aller récupérer sur la production de chaleur. Donc le système de traitement d'air est l'un des plus performants actuels en piscine pour ce type d'équipement. En traitement d'eau, donc pour la qualité d'eau cette fois-ci, le système qui a été arrêté et choisi est un système, alors c'est un peu technique, de filtre à plateau avec un médiafiltrant perlite. C'est de la roche volcanique qui a été concassée et qui va venir filtrer de façon très très fine cette technologie par rapport aux autres technologies qui existent en piscine nous permet de ne pas avoir de grosses consommations d'eau. La plupart des piscines sont des gros consommateurs d'eau du fait de la filtration, des filtres que vous pouvez connaître dans les piscines privées et qu'il faut laver. Et la technologie qu'on met en place permet de ne pas avoir de lavage de filtre, donc de ne pas avoir de perte d'eau et donc d'être sur le strict minimum de besoin de renouvellement d'eau. Et quand on dit renouvellement d'eau, on dit chauffage de cette eau, on dit produit de traitement de cette eau. Donc tout ça, c'est économisé et on n'a pas besoin donc d'aller chercher une nouvelle fois la production de chaleur. Le strict minimum d'eau qui est utilisé, on essaie de récupérer quand même sa calorie pour pouvoir la redonner à l'eau qu'on amène. Sur la production de chaleur, on est actuellement donc en discussion car plusieurs solutions sont ouvertes à nous. Il y a une étude de faisabilité de réseau de chaleur, de chaufferie, donc encore la nature est en cours de faisabilité. Donc sur cette partie-là, on étudiera l'ensemble des systèmes possibles pour le coût économique et le coût consommation. Voilà, un sujet vaste qui est très important sur un centre aquatique, comme vous pouvez le savoir. Quoi vous dire de plus en technique R+, on peut évoquer un petit peu le planning, peut-être. Le planning de l'opération, il est le suivant. Donc on a un calendrier qui va être divisé en 3 phases. Une phase étude, donc ça c'est la phase qui nous concerne le plus, bon, bien sûr en discussion avec la collectivité. On est à 12 mois d'études. On a un permis de construire qui va être déposé d'ici 6 mois pour une consultation d'entreprise premier trimestre 2024.
L'objectif est de donner un OS travaux. Donc l'OS, c'est l'ordre de service, le démarrage des travaux aux entreprises que nous aurons retenues suite à un appel d'offres, mars 2024. Alors, au démarrage des travaux, préparation de travaux, discussion avec les entreprises, mise au point, et on lance les travaux, la phase travaux, jusqu'à fin de trimestre, deuxième trimestre 2025. À cette date-là, on se rapproche des essais et mise en service. Un équipement comme ça, c'est pas on a terminé les travaux, on met les clés et on s'en va. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de mise au point. Je vous ai parlé de tous les équipements techniques. Donc tous les équipements techniques, ils sont à mettre au point. Chaque équipement aquatique est un prototype, un petit peu, avec des systèmes connus et reconnus qu'on maîtrise. Mais il faut tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne les uns avec les autres, que ça communique bien et que tout fonctionne bien. Donc ça prend un petit peu de temps. Et donc, on a un troisième trimestre 2025 qui va être consacré à ça, à faire les réceptions et les mises au point de l'établissement pour une remise des clés au maître d'ouvrage septembre 2025. Voilà. Pas d'autres sujets. Je vous redonne la parole si. Alors, je ne le connais pas par cœur. Donc, programme que dans ces surfaces que je ne connais pas par cœur, le contenu, oui. Donc, un accueil de 112 mètres carrés, comme vous pouvez le voir. Donc, ça nous permet d'avoir une spatialité pouvant accueillir quand même un bon nombre de personnes et d'insérer une belle banque d'accueil et ses distributeurs, soit de maillots de bain, de barres céréales, d'eau, etc. Enfin bref, tout un ensemble. Et puis, comprend également un espace détente qui est au droit de la baie vitrée qui donne sur le bassin. Ensuite, l'ensemble des vestiaires, tout compris, un petit 300 mètres carrés, donc c'est la configuration assez classique de blocs. Ce qu'on appelle bloc, c'est en fait le nom de ces compartiments, si vous préférez. Donc en vestiaire groupe et en déshabillage grand public. Alors la raison pour laquelle on scinde par exemple la zone déshabillage grand public, c'est que ça nous permet en fonction de la fréquentation peut-être d'en laisser un fermé si toutefois, il y a des périodes, selon les périodes. Sanitaire douche, donc c'est une configuration classique. Il y a le bassin, 1263 mètres carrés, c'est là, évidemment avec les deux bassins, c'est l'ensemble du L, y compris les gradins. Et locaux techniques, 452 mètres carrés. Oui, donc en fait, si vous voulez, ça correspond à l'emprise du bâtiment, moins les bassins. Parce qu'en fait, autour des bassins, vous allez avoir la cuve en sous-sol, si je puis dire. Les bassins vont de 1,30 m à 1,80 m de profondeur. Donc en fait, quand vous êtes en sous-sol, vous avez le bassin en béton devant vous, les galeries techniques autour du bassin pour pouvoir tourner. Les 452 mètres carrés, c'est toutes les machineries. Et donc, une surface bâtie de 2305, voilà, très bien. Oui, alors le dépose-bus intègre donc un dépose-bus rue Santiago, les 30 places voitures, 10 places moto et des places vélo couvertes qui seront donc sous le parvis. Merci pour la présentation. Une seule question. Deux questions, mais une seule question. L'accès aux handicapés, aux légers en mobilité réduite, que ce soit sur la part stationnement, vestiaire ou l'accès bassin. Est-ce qu'il y a prévu quelque chose pour l'handisport, par exemple? Oui, alors vous avez raison. Alors, comme c'est une question facile, alors je préviens, je ne prends que les questions faciles et difficiles, c'est pour eux. Trêve de plaisanterie. Vous avez raison, un centre aquatique, de toutes les façons, alors au-delà de la norme, c'est un équipement sportif qui prévoit le handisport à sa base. Il n'y a pas de centre aquatique neuf aujourd'hui. On ne peut pas prévoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand bien même on voudrait l'éviter, on
ne peut pas se permettre de l'éviter. Donc en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce centre aquatique, comme je vous le disais, c'est que l'accueil du parvis est en point haut de la rue, enfin point haut de la rue est en descente, et en point haut de l'équipement. Ce qui veut dire qu'en fait, on rentre directement à plat. Il y aura pas plus de 2 cm des ressauts à franchir. Ce qui nous permet aussi, sur la partie nord du plan et du parking, c'est que toute la première partie, quand vous arrivez à gauche là, de la rue Santiago, que vous rentrez dans le parking, ben, en fait, cette partie-là, elle ne descend pas. Ce qui nous permet de mettre toutes les premières places. Vous les voyez peut-être mal parce que c'est la projection, mais si vous pouvez peut-être l'apercevoir, les 3 premières places sont beaucoup plus larges que celles d'après. Donc en fait, un équipement comme celui-là devrait avoir 2 places, on peut en caser une 3e, sauf erreur de ma part dans les calculs. Merci. Donc en fait, on a bien à plat les 3 premières places. Ensuite, on descend légèrement. Et donc, on rentre à la flèche bleue, et là, on est à l'horizontale. Donc en fait, on est au niveau de la dalle de l'ensemble de l'intérieur de l'équipement. Et puis ensuite, vous avez les mises à l'eau. Alors les mises à l'eau, bah, il y a plusieurs modèles du commerce, hein, bien évidemment. Alors là, je ne sais pas exactement ce qu'on choisira, mais... Ah oui, merci Pascal. On a une rampe, comme dans tous les bassins d'apprentissage aujourd'hui. Cette configuration est quasiment systématique. Donc on a une rampe pour le bassin ludique et d'apprentissage, et on a un emmarchement, on en part d'ailleurs, on a un emmarchement sur le bassin sportif. Ça, c'est pas mal parce que au-delà de la mise à l'eau avec les chaises, hein, et les potences, donc je ne sais pas quel modèle je vous dis on choisira, mais l'emmarchement, c'est assez agréable pour les personnes parce que le handicap, ça n'est pas, et vous le savez mieux que moi, ça n'est pas que des fauteuils roulants, et donc du coup, même en étant vieillissant ou en ayant, là c'est juste à la main, ça ne me gêne pas, mais une fracture à la jambe et qu'on revient un peu en convalescence et pour nager, c'est bien agréable d'avoir quelques marches pour descendre au bassin sportif. Donc on l'a en haut à droite. Et puis après, au niveau signalétique aussi, c'est quelque chose qui existe. Alors déjà, au sol, vous avez, pour les malvoyants, tout un guide de contraste. Ensuite, la signalétique sur les murs des différents locaux, alors, que ce soit vestiaires, toilettes et autres, vous pouvez aussi les avoir en braille. Bon, c'est ce qu'on fait, mais ça, en fait, ça s'étudie en concertation avec le maître d'ouvrage au fur et à mesure des études. Là, au stade du concours, si vous voulez, on a la Bible, et puis après, on déroule ensemble ce que sera réellement, formellement, le contenu et jusqu'où on pousse le développement de l'handicap dans cet équipement-là. Mais en tous les cas, ça répond à franchement quasiment toutes les problématiques. Mais je vous dis encore une fois, il faut te rassurer, c'est que les centres aquatiques aujourd'hui, c'est un sport qui est tellement intégré naturellement dans le handicap, avec le handicap, que fort heureusement, c'est un lieu de vie où c'est complètement partagé. Bonsoir, Gabon. Egua Destridas, représentante des parents d'élèves de l'ICACHTOLA d'Andaï. On a surtout 2 inquiétudes qui correspondent par rapport au projet, notamment la suppression du parking attenant à l'ICACHTOLA. Nous constatons qu'il y a un nouveau parking qui va être mis en place. Et nous souhaiterions savoir si l'accès à ce parking sera autorisé pour la pose et dépose des élèves aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Voilà, c'était sur notre inquiétude. Et deuxième inquiétude, pendant les travaux, est-ce qu'il y aura un accès piéton je constate sur le côté, est-ce que cet accès-là sera envisagé pendant les travaux pour l'accès à l'ICACHTOLA? Le chemin est préservé, madame. Hein. Le chemin existe. Oui, oui. Le chemin est préservé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un foncier. Le chemin, on considère, même si on est sur un équipement public, on est sur l'espace public, donc on n'a aucune raison, sauf peut-être intervention ponctuelle d'une journée ou 2, ou peut-être une mise en place pour faire passer une machine ou je ne sais quoi, mais au quotidien, pendant toute la durée des travaux,
le chemin est conservé. C'est une liaison enfin, elle est fondamentale. Donc, elle ne sera pas du tout fermée. Sauf, je vous dis, éventuellement, une demi-journée par-ci, par-là. Et le système des pauses des enfants des Cachetola est maintenu. Sans problème. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie, à un moment donné, il y a une partie des travaux, ça sera un peu compliqué, puisqu'on a une partie basse ici à construire. Donc, même si on sera chez nous, de temps en temps, il y aura peut-être un rétrécissement de passage pour pouvoir œuvrer sur cette partie-là. Je voulais vous remercier pour votre présentation. J'ai simplement une question, une information. Quelle est la capacité de cette piscine? Je l'ai pas en tête. Bonne question. Merci de l'avoir posée. Comme elle est difficile, je leur donne. C'est la FMI, la fréquentation instantanée, mais très honnêtement, je l'ai oublié. Parce qu'il y a, comme tout équipement, selon sa catégorie, le nombre maximum d'utilisateurs qu'on est capable de faire rentrer. Or là, si vous voulez, un centre aquatique, on calcule une fréquentation instantanée par rapport au nombre de mètres carrés de plan d'eau. C'est-à-dire que le nageur occupe un nombre de mètres carrés de plan d'eau, et ce qui définit en fonction du nombre de mètres carrés total, le nombre de nageurs en instantané. Et là, j'avoue que on peut vous le trouver, hein, mais ouais. C'est ça. Moi, j'avais en tête 350, et tu arrives à 330. Mais dans la réalité, c'est ça. Voilà. Donc, la capacité maximum serait de 500. La réalité, c'est 300, 330, 350. Instantané, oui. Voilà. Instantané. C'est important. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Le roulement est permanent. Divisé par 3 ou 4. Pour votre information, la piscine tournesol, c'était un 25 mètres par 10 mètres de large. Voilà. Là, vous avez au niveau du bassin de natation un cylindre de nage. Donc un cylindre de nage, ça veut dire que c'est 6 fois 5, c'est 15 mètres par 25. Donc déjà, au niveau de votre bassin de natation, vous prenez 5% de plus de surface de nage. Et à ça s'ajoute le bassin d'apprentissage. Vous voyez là-bas à l'équerre, qui représente aux alentours de 125 mètres carrés ou 150 mètres carrés, donc ce qui est énorme, qui permet d'avoir des créneaux pour les gens de se détendre et également pour les plus jeunes apprendre à nager dans cette partie-là. Donc on peut dire que on double la capacité de possibilités de nage entre ce que vous aviez auparavant et aujourd'hui, et forcément avec des niveaux de qualité bien supérieur, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de la qualité de l'ambiance, et pas forcément pour des consommations plus élevées que la piscine que vous avez actuellement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, une piscine tournesol, c'est une œuvre magique, enfin, c'est quelque chose de magique, mais c'est une passoire thermique voilà, qui coûte une fortune. Bonjour, merci pour la présentation. Par rapport au planning, si j'ai bien compris, on attend le permis de travaux pour mars 2023. Alors, ça inclut la démolition de la piscine ou c'est quoi le plan? Quand est-ce qu'elle fait la piscine? C'est la question. Oui, je prends le relais. La démolition de la piscine n'est pas présentée là dans le planning qui vous a été, qui a été projeté, puisqu'en fait, on a conservé la piscine dans son état pour permettre aux scolaires de faire leur temps d'apprentissage, alors raccourci certes, mais en tout cas qui aura lieu donc au dernier trimestre 2023. Et ensuite, une fois que les scolaires donc sont libérés et ont libéré l'espace bassin, on procédera à la démolition. Et ensuite viendront les travaux tels qu'ils sont présentés ici sur ce planning. Voilà.
la démolition est une partie qui n'a pas été exposée ici. Juste un petit complément d'information en parlant des scolaires. On parle de grandes sections maternelles, des CP et des CE1 sur le premier trimestre. Bonjour. Déjà, merci pour le bravo. La piscine a l'air super belle et bien intégrée dans le paysage. Moi, j'ai une question au nom de tous ceux qui pratiquent la natation ou le sauvetage à Hendaye, qui représentent aussi la ville dans les compétitions et qui ont besoin de s'entraîner toute l'année. Qu'est-ce qui est prévu en fait pour eux dans le moment entre le moment de la destruction et de la reconstruction? En fait, quand on a une carrière sportive, on ne peut pas se permettre d'avoir un gros trou. Déjà, là, les 3 semaines coûtent assez cher aux nageurs et aux sauveteurs qui n'ont pas pu s'entraîner. Donc, est-ce que vous avez un plan A, un plan B pour tous les adhérents qui attendent? Alors, à l'heure actuelle, on peut affirmer déjà qu'on garantit l'intégralité des cours pour nos scolaires. C'était notre priorité. Et la deuxième des actions qu'on avait à mener, c'était de trouver une solution pour le milieu associatif. Et là, nous sommes toujours en pourparlers avec nos voisins d'Outre-Bidassois. Et nous attendons donc des réponses concrètes sur les créneaux qui seraient mis à notre disposition. Oui, effectivement, on a confirmation sur des créneaux et des rooms, donc pour tout le milieu scolaire. Effectivement, également, lorsque ce seront les vacances scolaires, donc tout le milieu associatif pourra bénéficier de ces créneaux. Et on attend en complément de ces créneaux, des créneaux sur la piscine de Fontarabie. Bonjour, je me demande si la piscine nouvelle, elle aura le même horaire que l'actuelle. Alors effectivement, là aujourd'hui, on vous présente un bassin, on vous présente un bâtiment. Maintenant, j'allais faire un petit rapprochement avec la salle dans laquelle nous sommes. Quand on a présenté ce projet de salle, derrière, il y avait aussi un projet qui était à travailler pour faire vivre cette salle. Et pour la piscine, ce sera pareil. Donc aujourd'hui, on vous présente la structure. Nous sommes en train de travailler sur un projet de vie de cette piscine et un projet d'établissement. Donc nous allons devoir mettre les équipes au travail. Nous devons redimensionner en tout cas nos équipes en interne, donc maîtres nageurs, toute la partie administrative, toute la partie technique. Et bien sûr, ce projet sera présenté ensuite. Pour l'instant, voilà, c'est le travail que nous démarrons. Maintenant que nous savons quelle dimension nous avons donnée à notre établissement, nous allons devoir donc travailler à la vie de cette piscine, savoir quels sont les créneaux horaires disponibles, les différents usages que nous allons accorder, savoir les ouvertures du week-end, des vacances scolaires, etc., etc. C'est toute une organisation d'établissement qui va se mettre en place et qui vous sera présentée ensuite. Voilà. Pour l'instant, ça n'est pas encore défini. Nous réfléchissons à tout ça et nous sommes déjà en discussion avec tous les partenaires pour voir quelle serait évidemment l'optimisation d'un tel bâtiment, puisque si on veut qu'il fonctionne, effectivement, il faut élargir les créneaux horaires, il faut le faire vivre. Enfin voilà, c'est bien sûr le projet qui nous anime à partir de maintenant que nous avons donné l'aspect technique au bâtiment. Bonsoir. Moi, j'ai des questions au sujet des limites de propriété. Donc, vous avez expliqué que le parking était décaissé. Par rapport au solarium, justement, est-ce qu'il sera décaissé ou pas? On a eu après. Vous avez le
Le solarium, comme vous pouvez d'abord, il est sur la partie sud du projet, et comme vous pouvez le constater, il est à hauteur du talus actuel de la végétation. Non, votre limite de propriété ne sera pas décaissée parce que sinon, ça vous permet, ça vous enlèverait le talus de végétalisé que vous avez en face de vous avec vos arbres. Donc en fait, ça, on n'y touche pas. Nous, on va s'attacher à faire en sorte que votre limite de mitoyenneté soit la même qu'aujourd'hui, si ce n'est qu'on se recule ou on se baisse. Et on préserve votre talus végétalisé avec ces arbres en créant un soutènement derrière, côté bâtiment, côté équipement. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Comme je le disais, c'est la même chose que pour là, c'est encore pire que pour le chemin. On pourrait dire des fois, l'espace public, il y a des rétrocessions et autres, mais là, on est sur du privatif. On ne peut pas se permettre d'aller chez vous. Non, 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 il est hors de question. Parce que, comme je vous le disais, c'est réellement fondamental. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'estime que ces logements sont un peu en souffrance par rapport à l'équipement actuel. Et donc, mon premier travail, c'est de résoudre ces problématiques avant de proposer un équipement en tant que tel. Donc, il est hors de question. Ce qui en fait la qualité de vos logements, si on commence à vous supprimer, non, c'est pas envisageable. Donc, on préserve bien votre talus planté. Et derrière, pour le maintenir, on a un soutènement qui va nous servir justement de contrefort, de desservir au contrebas. Moi, c'est encore moins. Concernant le talus, est-ce qu'un accès piéton pourrait être envisagé juste là pour descendre à l'école et au collège? Juste là, ouais, juste là. Dans cette image, ouais. Où il y a les arbres, si vous voulez. Est-ce qu'un escalier, je sais pas, un accès piéton pourrait être envisagé? Peut-être que je comprends mal votre question ou je la cerne mal, mais quand on voit, oui, s'il te plaît, Pascal, le plan peut-être. Où venez-nous? J'ai pas saisi. Ah, là. Eh non. Ah ouais. Ah pardon, j'avais rien compris. Ouais, j'ai une autre question. Je reviens sur la période de transition quand la piscine actuelle sera détruite. Si on n'arrive pas à trouver de solution avec les clubs de Fontarabie ou de Yaroun ou Saint-Sébastien, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont envisagées pour les endailler? Est-ce qu'il y a un projet de piscine éphémère? Est-ce qu'on aura la priorité dans les différents clubs espagnols? Voilà. Écoutez, sur la piscine éphémère, pour tout vous dire, nous avons essayé, pris des contacts, mais c'est un prix prohibitif. C'est du genre 1 million d'euros pour l'année. Avec quelque chose qui va être sommaire, qui va être moche, qui va être pas très accessible, et ça devient prohibitif. Donc voilà, aujourd'hui, vous promettre ce qu'on ne peut pas promettre, non. On aurait essayé en tout cas d'avoir quelque chose qui pouvait, on avait même imaginé de se mettre d'accord avec des tribords et des futures installations qu'ils pouvaient acquérir à terme et leur laisser, etc. Mais honnêtement, c'est pas jouable parce qu'il nous faut un minimum de confort pour les plus jeunes en particulier, pas que. Et voilà, on risque de créer un cirque, mais très coûteux en plus et provisoire. Mais ça c'est vraiment, on l'a testé. Alors moi, c'est pour les places de parking, hein. Sachant qu'actuellement, il y en a plus de 30 et que c'est toujours complet. Si vous pouvez y aller, j'y suis allée encore à midi, c'était blindé, il n'y avait pas une place de parking libre. Donc moi, j'ai cours à 11h30 pour vous donner une idée, et c'est un mercredi.
si vous augmentez la capacité de la piscine, comment les gens vont pouvoir venir et surtout se garer, puisque quand vous habitez à la plage ou n'importe où, bah, il faut prendre la voiture et on n'a pas de possibilité de parking ailleurs. Déjà, un des premiers choix puisque vous savez, dans notre document d'urbanisme, on avait imaginé pouvoir positionner la piscine à un autre endroit. Et le choix, finalement, s'est fait sur le fait de démolir et reconstruire la piscine sur le même endroit. Cette facilité, ou en tout cas cette richesse d'un tel établissement en plein cœur de ville, nous paraissait tellement important, puisqu'on a tous nos scolaires qui sont très, très proches. Ce qui veut dire que la plupart des scolaires de la ville peuvent aller à la piscine à pied. Et ça, je pense que c'est une vraie, vraie richesse pour notre jeunesse. Et puis, c'est aussi une facilité d'organisation en termes de déplacement. C'est le plus rapide que l'on ait pu trouver. Donc, voilà, c'est aussi ce qui a fait que ça a conforté notre choix dans le fait de le refaire à la même place. Alors effectivement, le parking, le problème, c'est qu'on a une parcelle qui fait un certain nombre de mètres carrés et elle n'est pas extensible. Donc, le cabinet Poenpo nous a permis de repositionner le stationnement tel qu'il est, ce qui est tous les avantages que vous avez bien voulu nous expliquer, c'est-à-dire de protéger les immeubles qui sont notamment positionnés là et qui avaient des nuisances. Donc voilà, on a reculé, on a fait ces places de stationnement. Effectivement, ça n'est pas assez ou ça ne sera jamais assez. Pour autant, on essaye de favoriser là aussi les déplacements en transport en commun, puisqu'on organise plein de choses. C'est-à-dire qu'on a un quai-bus qui est au bord de l'établissement. On essaye de favoriser aussi les mobilités décarbonées, c'est-à-dire qu'on a aussi des positionnements pour le parc à vélo qui est au plus proche de l'établissement. Donc, c'est aussi tout ce travail d'aller à la piscine autrement qu'en véhicule personnel. Alors, bien sûr, il y a des personnes, ou en tout cas des usagers, qui ne pourront pas faire autrement que d'utiliser leur voiture. Voilà, on essaiera aussi de privilégier ce stationnement-là pour les usagers de la piscine. Et je vais passer la parole au technicien. Déjà, dans un premier temps, l'équipement répond aussi à un aspect réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en deçà de ce qui est nécessaire pour ce type d'équipement, c'est-à-dire qu'on n'a pas minimisé le nombre de places. Je crois d'ailleurs il y a un nombre par rapport au mètre carré à respecter, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on construit, il y a un nombre de places minimum à respecter. Donc de toutes les façons, nous attachons au moins à répondre à l'aspect réglementaire. En revanche, madame, vous avez raison, mais là je prends la parole parce qu'en fait c'est un sujet qui dépasse Honda et c'est un sujet d'actualité récurrent dans toutes les villes où nous construisons. Nous sommes confrontés à ces problématiques. Nous sommes en pleine période transitoire. Lorsque je construis des logements sociaux, on me reproche de ne pas prévoir 3 places par logement parce qu'on considère qu'aujourd'hui, au niveau de la mobilité, alors je ne parle pas des logements sociaux en plein cœur de ville, mais je parle des logements sociaux en agglomération, qui sont généralement à 10-15 km de la ville principale. On va me reprocher de ne pas prévoir 3 places de parking. Parce que le fils qui a 23 ans, il va déjà travailler à telle heure, que la maman qui est soignante va travailler à telle heure, le papa fait ceci, etc. Et si toutefois on met 3 places de parking, ben en fait elles ne sont pas louées, elles sont vides. On est sur des vraies problématiques. Alors ça c'est un cas très contradictoire et paradoxal, mais on le sait, c'est aussi un aspect économique. Mais pour des raisons de le rappeler, c'est que le point fort de ce projet, c'était en cœur de ville. Trop souvent, nous construisons des centres aquatiques, justement, là aussi en périphérie, en périurbain, voire même on grignote sur les champs. Et là, c'est un vrai sujet. On se retrouve avec la nécessité de produire un parking de supermarché. Et donc, il faut aussi s'éduquer. C'est-à-dire que, moi, le premier, j'utilise ma voiture. Hein. Je ne suis pas forcément un bon élève et je ne voudrais pas imaginer qu'en vous parlant de cette façon-là, j'ai une attitude condescendante et je prends ma bagnole des fois comme un imbécile. La seule chose, c'est qu'il faut... je n'ai pas appris à la prendre de façon intelligente. J'ai 58 ans, donc ça fait belle lurette que j'ai mon permis. Je la prends toujours comme un imbécile. Il n'empêche qu'on est dans une période transitoire et qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu autrement
Et vous avez raison de préciser. Donc là, je vous dis, c'est pas parce que c'est mon client. Hein, ça y est, on a signé. Donc, la Gapar, c'est un vrai privilège de pouvoir avoir un centre aquatique en plein cœur de ville. Et il faut donc commencer à apprendre à se déplacer différemment. Ça paraît, même si je vis en ville, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai commencé à me déplacer en vélo. Je ne le faisais jamais de ma vie. Mais quand on commence à y réfléchir, j'avais, vous voyez, hein, si je peux me permettre, en 75, 72, on devait être 42 millions, je crois. 40 millions. On est combien? 70, 67, 70? En gros, hein, 67 millions. Vous voyez, donc en une génération, ça fait 40 ans bien sûr, en 2 générations, on n'a pas doublé de population, mais quasiment. Donc ça nous amène forcément à réfléchir et à se dire qu'aujourd'hui, on a un centre aquatique en pleine ville. Vous avez raison, ça ne répondra jamais à la personne qui va prendre sa voiture pour faire même pas 500 mètres. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer à se dire que peut-être que pour 500 mètres, voire 800 mètres, quand on sait qu'on fait en vitesse 12, 80 mètres à la minute, tout compte fait, généralement, on s'aperçoit que les déplacements qui sont faits en voiture dans des villes comme Hendaye, eh ben, on aurait pu les faire à pied. Non, oui, mais c'est... Attention, je me permets de dépasser le... Non, mais croyez bien, je me permets de dépasser le débat, là. Je discute... je défends pas mon projet. Quand je discute avec vous, là, je défends pas mon projet, en fait. On est sur... Oui, absolument. Ouais. Ben, je réponds qu'on répond tout au moins à l'aspect réglementaire. Nous sommes... Voilà. Mais je peux comprendre que ça peut paraître pas suffisant. Mais voilà, c'est difficile aujourd'hui en centre-ville, enfin en centre-ville, en cœur de ville, de pouvoir faire plus que l'aspect réglementaire. Pardon pour la digression, mais comme c'est un sujet qui revient régulièrement, et c'est un vrai sujet de société et intéressant, c'est comment évoluer avec la voiture, et c'est un vrai sujet. Je crois que, enfin, voilà, la réponse est à deux voix, mais je crois qu'effectivement, on avait conscience que ce problème de parking se poserait. Il se pose, il se posera. Pour autant, il nous a semblé plus intéressant de privilégier un établissement en plein cœur de ville avec ce bémol de problème de stationnement, plutôt que d'aller l'exporter un peu plus loin, où là, effectivement, on aurait eu peut-être plus de possibilités en termes de stationnement. Mais je pense qu'on aurait compliqué une autre façon d'appréhender la piscine et une autre façon d'utiliser la piscine. Voilà, c'est toujours un peu compliqué de faire des choix. Le choix que nous avons fait, c'est de privilégier cet emplacement en plein centre-ville, ce qui nous paraissait le plus important. Même si j'entends que le problème de stationnement se posera, bien sûr. Pour autant, il faudrait qu'on essaye de privilégier là aussi les places en direction des usagers de la piscine et non pas les places en direction des résidences qui sont autour. Bonsoir, très joli projet, félicitations. Moi, je voudrais juste avoir une confirmation. J'ai entendu que les scolaires auraient l'accès à la piscine jusqu'au 2e trimestre, à peu près 2024. Du coup, les associations... Dernier trimestre 2023. Dernier trimestre. Du coup, les associations, fin 2023, n'ont plus la piscine, c'est ça? Ça va s'arrêter là? C'était prévu septembre, c'est un peu repoussé jusqu'à décembre. Ok, merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites qu'avoir un bassin et une piscine en plein ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Pour venir d'une autre ville où il fallait faire des kilomètres pour aller dans une piscine, je comprends maintenant la situation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, les techniciens nous ont dit tout à l'heure qu'ils avaient doublé leur capacité. Maintenant, c'est au niveau du personnel et de la gestion. Est-ce que le personnel actuel est suffisant pour... Je pense, j'ai posé la question, mais je savais déjà la réponse.
Et au niveau de la gestion, qui va gérer cette piscine? La municipalité, les services, comme c'est une technologie assez nouvelle au niveau de l'eau, qui va gérer ça? Est-ce que ça va être géré par le public? Est-ce que ça va être géré par le privé? De quelle manière ça va être géré? Non, je vous accorde qu'effectivement, le personnel actuel n'est pas suffisant, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le fait d'avoir un projet de dimensionnement et de fonctionnement pour cet établissement. Donc, la gestion ne sera pas comme nos voisins à Saint-Jean-de-Luz sous forme d'une délégation de service public. Donc, nous restons dans le fonctionnement actuel, c'est-à-dire en régie, fonctionnement municipal, bien sûr, avec une réorganisation complète, totale de la gestion de cet établissement. Voilà. Nous ferons forcément appel aussi à des prestataires extérieurs pour la maintenance technique de notre établissement. Mais encore une fois, nos agents seront formés pour intervenir au quotidien sur la gestion. Voilà. Et je rajoute que nous aurons besoin de personnel supplémentaire dans l'enseignement des pratiques de natation. Aujourd'hui, je crois qu'on doit tourner à 7 agents. Si demain on doit tourner à 10, à 12, je ne sais pas, on se renseignera en tout cas, ce sera plus de 7. Le projet, c'est bien d'ouvrir les créneaux au maximum pour faire en sorte de contenter le maximum de personnes et d'usagers. Donc, bien sûr, il faut tout redimensionner, tout. Bonsoir, Minashker, pour cette réunion d'information où chacun peut s'exprimer comme il veut et comme il l'entend. Et merci d'avoir présenté ce projet. Donc, comme disait Chantal, c'est à l'usage qu'on verra comment ça va être organisé. Mais j'aurais une question qu'on pourrait qualifier de question qui fâche, c'est le budget. Et l'autre question, je reviens, c'est mon cheval de bataille, comme tu le sais Chantal, on en a suffisamment parlé, et au courant côtier, c'est les transports en commun. Et je rejoins madame quand elle posait la question, parce que les transports en commun en Hendaye, ils sont très bien organisés quand on veut partir. Mais quand on veut revenir, si par malheur on loupe le bus, on est parti pour attendre 1 heure ou 1 heure et quart, suivant les lignes. Donc, quel poids mettre vis-à-vis de l'agglo, parce que c'est une question qui est gérée par l'agglo, quel poids la mairie d'Hendaye peut avoir quand on voit que le responsable ou le président de la commission mobilité ne répond pas au courrier de ses concitoyens. Je pense que dans la mesure où il ne répond pas au courrier et que l'agglo ne répond pas au courrier, je pense qu'il y a double tâche, parce que c'est vrai que si on doit attendre 1 heure ou prendre le risque d'attendre 1 heure, on utilise la voiture. Donc, ce serait simple de prendre le bus. Alors, la question de mobilité, du coup, c'est pour moi, Raymond, merci. Effectivement, oui, effectivement, oui, ça m'aurait manqué, je pense, pour la soirée. Donc, effectivement, la question de mobilité, c'est la question importante pour gérer un tel établissement. Donc, au niveau de l'agglomération, donc, puisque c'est l'agglomération qui est compétente en matière de mobilité et que l'agglomération a délégué cette compétence au syndicat des mobilités, donc c'est le syndicat des mobilités sur qui retombe cette tâche de devoir gérer tout nos réseaux de transport en commun, entre autres. Il y a une nouvelle délégation de service public qui est lancée pour 2024. Cette nouvelle délégation de service public va réorganiser à l'échelle de l'agglomération Pays Basque, donc à l'échelle des 158 communes, plus les 3 communes des Landes, c'est-à-dire Tarnos, Ondres et Saint-Martin. Donc, on va réorganiser totalement tout le réseau de bus. Donc, c'est l'occasion, toujours, de monter en gamme et de toujours offrir un meilleur service. Alors là aussi, bien sûr que le service n'est jamais totalement satisfaisant. Il ne faut pas se cacher qu'on n'aura jamais le cadencement de ce qui se passe à Bayonne en centre-ville avec le trambus. Mais pour autant, on essaye de rajouter du cadencement, de rajouter des lignes et de faire en sorte qu'on obtienne un meilleur service à chaque fois que l'on change de saison, à chaque fois que l'on change notre réseau, il faut toujours faire en sorte de rajouter des services.
Voilà, donc nous, en tout cas, au niveau de l'agglomération, moi particulièrement au niveau du syndicat, j'alerte en permanence pour qu'on ait des meilleurs services. Voilà, le cadencement s'améliore. Il peut encore être amélioré, là encore, on est tout à fait d'accord, mais on tend vers le mieux et on essaye à chaque fois d'aller vers le mieux. Donc alors je suis désolée que personne n'ait répondu à tes sollicitations, mais voilà, l'agglo c'est l'agglo, les syndicats c'est le syndicat. Je ne manquerai pas de rappeler au syndicat que tu as fait un courrier, que tu n'as pas obtenu de réponse. Mais voilà, pour autant, on améliore au quotidien et on essaye d'être le plus efficace possible. Parce que, encore une fois, on a toujours cette question qui est un peu pendante, puisque est-ce qu'on va vers un maillage toujours plus fin, et dans ces cas-là, on dégrade le cadencement, ou est-ce qu'on va vers un maillage plus efficace pour améliorer le cadencement? C'est toujours cet équilibre difficile à trouver. Dans un milieu, effectivement, qui n'est pas urbain, et en sachant aussi les difficultés que l'on a pour relier avec Saint-Jean-de-Luz et avec les autres communes. Voilà. Donc, c'est un travail du quotidien. Les équipes du syndicat des mobilités mènent ce travail. Voilà. On améliore. On peut faire mieux. Je te promets que si on pouvait tous les deux faire quelque chose, on le ferait, puisque Chantal, comme tu le sais, est vice-présidente en charge des finances à l'agglo, et que je suis au syndicat des mobilités, et que je suis vice-président en charge des finances à l'agglo. Si c'était uniquement une question d'argent, on le ferait, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est beaucoup une question d'argent, aussi des problèmes de logistique, etc., de tournées compliquées, voilà, de rotation, de matériel à prendre, des bus plus grands, plus petits. C'est assez compliqué quand même dans la logistique. Il y avait la seconde question sur le budget de la piscine. La question sur le budget sur la piscine. Oui, oui, donc le coût, c'est le plus gros investissement prévu sur le mandat, hein, puisqu'il va peser de l'ordre de 10 millions d'euros, si on n'a pas de surprise, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre certains appels d'offres, on a de mauvaises surprises, plutôt de très mauvaises surprises. À Bayonne, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, à Hendaye, partout. Bon, voilà, ça c'est un coût. Sur les financements acquis aujourd'hui, les subventions sont venues déjà du département des Pyrénées-Atlantiques, qui met 1 million d'euros. Et puis l'agglo peut mettre jusqu'à 2 millions et demi d'euros. Hein, c'est ce qui est encore en discussion, qui fera l'objet encore du budget que je présente à l'agglo samedi matin, d'accord, sur les participations, etc., sur les plans de piscine de l'agglo, puisque l'agglo s'était arrêté à un moment donné à 2-3 piscines. Il y avait la piscine Langlette et la piscine Mandaille. Et puis, je vois, il y a la piscine de Saint-Jean qui s'inscrit aussi, peut-être une ou autre piscine de l'intérieur. Tout ça est fixé par un règlement. Les subventions seront adossées au vu de l'avancement des travaux. Voilà. Et donc, pour la plus grosse part, ça sera, à n'en pas douter, des financements perso, c'est-à-dire des emprunts. Alors, on attend aussi peut-être de la région, parce qu'on a travaillé avec le président du conseil régional. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui les intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'on a proposé un système sur lequel on pourrait travailler avec des réseaux de chaleur. Et ça intéresse à la fois la région, à la fois le conseil départemental et à la fois l'agglo, qui sont pour les trois structures qui ont pris des compétences justement en la matière. Donc d'accompagner tous les projets qui seront sur sur les économies d'énergie, sur la sobriété énergétique. Ça pourrait être le cas avec une chaufferie chez nous, qui permettrait de régler les problématiques de chaleur donc sur la piscine, bien sûr, mais sur le collège Hirondale, c'est là on touche le département, sur le gymnase, éventuellement sur les logements, pourquoi pas. C'est un travail technique, les cache-tolas, bien sûr, aussi. Donc ça, c'est plutôt communal. Mais donc, tout cela fait qu'on peut attirer des partenaires qui peuvent être le conseil régional, que peuvent être l'agglo, que peut être aussi donc, le département des Pyrénées-Atlantiques. Éventuellement le STEPA, mais via le département, bon bref. Oui. Je reviens sur la piscine éphémère ou provisoire. Vous avez parlé d'1 million d'euros. Avez-vous considéré les aides de la Fédération française de natation?
J'ai eu une réunion la semaine dernière et on a euh, déposé un dossier avec les aides que la FEDE propose. Oui, mais a priori, d'après ce qu'a dit notre joueur au sport, c'est plein tarif, il n'y a aucune intervention là-dedans d'une telle structure. Voilà, et ce qui est regrettable, oui, on l'a déjà. Donc on revient toujours à 1 million, plus d'1 million par an. C'est ça. Et quand on fait 1 million par an, ce n'est pas le même million qu'un investissement. Là, on parle d'1 million de fonctionnement. D'accord? Et le fonctionnement se gère par l'impôt. C'est autofinance par l'impôt. C'est autre chose que l'investissement qui peut se gérer par ou se cofinancer par une subvention. Oui, pardon, monsieur le maire, je pense qu'il faut étudier quand même cette voie, puisque, bon, je veux bien admettre que c'est cher, effectivement, mais en contrepartie, il y a des aides de l'ANS qui sont conséquentes. On a une personne aujourd'hui qui est en mairie qui est dédiée à récupérer les subventions. Le dossier, on lui a passé. Si on peut gratter les subventions, imaginez-vous que le financier que je suis ne s'en privera pas. Donc, effectivement, et on va essayer de faire les poches et taper à toutes les portes. Hein. Je ne souhaite pas que la mairie mette 80% des financements. Ça s'en faut, mais bien sûr. Alors écoutez, monsieur le maire, vous pouvez compter sur moi. Je suis à votre disposition. Je suis le président du comité départemental. D'accord. Et donc, voilà, il y a des aides. Il y a des villes aussi en France qui ont ce genre de construction. Et les associations, comme le scolaire aussi, est à l'arrêt. Et donc, ils font appel à ces bassins éphémères. Mais c'est vrai qu'il faut bien donc peser, comme on dit, tout. Et s'assurer que tout va bien. Voilà. L'ANS est quand même important. Et dans le financement aussi que vous avez, disons, du projet, donc le conseil départemental, peut-être la région, mais il y a aussi, je veux dire par là, l'État, au travers de l'ANS et du mouvement sportif. Nous avons passé une délibération au conseil municipal en ce sens, c'est-à-dire que, bien sûr, quand on lance ce genre de projet, on ne s'interdit rien et on va chercher le maximum de subventions possibles. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt évidemment des gestionnaires de la ville. Donc, bien sûr, on va chercher toutes les subventions. On a effectivement recruté une personne qui est dédiée à ces recherches de financement et elle est sur ce dossier. Et voilà, donc elle nous accompagne tous les jours pour nous orienter sur nos choix qui peuvent du coup faire en sorte qu'on a accès à telle ou telle subvention. Donc c'est le cas. Je vous remercie, madame. Et alors, je rebondis aussi sur la présentation, qui est quelque chose d'important, parce que quand on touche donc le mouvement sportif, bassin sportif, c'est vrai que là, il faudra répondre, disons, à des normes. Et comme je l'ai présenté dernièrement, voilà, vous voyez, si les normes sont respectées au niveau du bassin, donc je dis bien les dimensions sportives, donc normalement, il n'y a pas de raison. Il devrait y avoir une aide appropriée. Alors, sincèrement, les normes sont respectées. C'est pour ça que la ville d'Hendaye fait appel à des professionnels connus et reconnus. Et voilà, donc, ça n'est pas la ville d'Hendaye qui s'est lancée dans l'élaboration d'un tel projet. On s'est fait accompagner par des bureaux d'études, par un cabinet d'architectes, par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, bien sûr, on se fait accompagner et on essaye de faire un établissement d'exception. Et en tout cas, on espère que ce sera le cas. Bonsoir. Est-ce que la taxe foncière va augmenter pour payer la piscine? Je vais vous dire que oui, comme ça vous partez tous. Alors la réponse, ce à quoi on s'est engagé sur la commune d'Hendaye, c'est que la prochaine, jusqu'en 2026 inclus, 2025, jusqu'en 2025, il n'y aura pas d'augmentation de taux. Voilà. Par contre, vous allez noter l'augmentation des impôts, quand même, sur votre feuille, sur taxe foncière. Parce que l'État, France entière, a révisé et revu à la hausse les valeurs locatives. Donc, les valeurs locatives sont haussées de 7,1 ou 7,2%. D'accord? Donc, même lorsque vous avez zéro d'augmentation d'impôts, et vous le vérifierez
sur les impôts que vous allez recevoir, l'effet d'impôt, la colonne commune ne va pas bouger. Et pourtant, il faudra aller chercher dans la valeur locative. Et celle-là va bouger. Et nous avons des villes voisines, dont je tairai le nom, qui non seulement vont faire payer les 7%, parce que ça c'est dû, c'est l'État qui sollicite donc, et qui révise ces valeurs locatives à la hausse, mais en plus ils vont rajouter 5, 6, certains m'ont dit jusqu'à 7%. On verra, les budgets, les comptes administratifs, les budgets sont en train d'être présentés maintenant, on verra ce qui se passe en réalité. Mais encore hier, j'étais à l'aglo, des collègues de villes voisines ont dit, moi j'augmente les impôts, pour des bonnes raisons, on n'a pas augmenté depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Voilà. Donc, sachez que la mairie ne bougera pas ses impôts sur la période, je ne sais pas, jusqu'à 2025. Mais c'est comme, vous savez, ces impôts-là, ces valeurs locatives, j'en profite, c'est un peu comme les histoires de TVA. Hein. Le TVA, vous engueulez l'entreprise parce qu'elle vous met la TVA, mais l'entreprise ne garde pas la TVA, elle la reverse à l'État. Voilà. L'entrepreneur qui vous a fait une prestation, il ne peut rien. Nous, on est un petit peu dans ce cas de figure-là pour les valeurs locatives. Y a-t-il des questions encore? Vous êtes encore en train de les poser. S'il est trop méchante, nous on s'en va. Hein, mais bon, en tout cas, un grand merci pour votre participation. Et puis, on aura l'occasion de se revoir en cours de projet, peut-être pour faire un point d'avancement, etc. Et je ne doute pas que s'il y a quelque chose qui ne va pas, les voisins, etc., vous ne manquerez pas de nous le dire. Et on sera là pour examiner ça de manière bienveillante en tout cas. Merci. Ils sont en train de